Allez. Toujours. Donc, dans cette troisième partie, on va parler un petit peu des grands principes de physique et de ce qui va nous servir après pour tout ce qui est vol spatial. Alors, la poussée d'Archimède, à quel moment j'ai de la poussée d'Archimède? Vous, dans votre vie, à quel moment vous avez de la poussée d'Archimède? Quand on est sur l'eau. Oui, quand on est dans l'eau. Alors, je vais prendre ici. Mais non, mais sur un bateau, t'es pas dans l'eau. Ceci est une baignoire. Ça se voit parce que regardez, il y a de l'eau. Donc, je propose qu'on dessine Alban dans son bain. Donc, Alban dans son bain, il est comme ça. Hein. Wow. Ouais, bah écoute, je ne juge pas. C'est une baignoire sur un camion. Alors, ici. Vous avez un feutre orange. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Alban qui essaye de flotter. Qu'est-ce qui se passe, Alban, quand tu essayes de flotter au début? Si tu as les poumons qui sont complètement vides, tu es là. Pourquoi? Il y a quoi comme force qui s'applique? La gravité. Il y a la gravité. La première chose, c'est le poids. Et le poids, s'il vous plaît, le poids, c'est... On va se concentrer 2 secondes. Le poids, c'est M fois G. Emma, c'est bon, vous l'avez déjà vu ça, vous? Le poids, c'est M fois G. M, c'est la masse, et G, c'est la gravité. C'est la constante de gravitation qui vaut 9,81. C'est le poids. Alors, le poids, c'est la force. Un poids, c'est en quelle unité? En kilogrammes. Non, c'est en... c'est en newton. La masse est en kilogrammes, mais le poids est en newton. Ça, c'est la première force qui s'applique sur le corps. C'est quoi la deuxième force? Et pourquoi la balance, ça pèse en kilogrammes? Parce que la balance, c'est de la merde. Une balance ne devrait pas peser en kilogrammes. Une balance, elle mesure ton poids, elle mesure ta force, et elle t'affiche le résultat, une fois qu'elle a divisé par 9,81, elle t'affiche en fait ta masse. Mais tu prends ta balance, tu l'amènes sur Mars, elle ne marche plus en fait. Vu que c'est plus 9,81. Bon, tu me diras une fois qu'il sera allé te peser sur Mars. C'est quoi la deuxième force qui s'applique? Ici, l'air des poumons. C'est la poussée d'Archimède. Arrête de faire bouger la table. La poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, ça s'écrit pi majuscule A. C'est un pi. Ouais, c'est un pi. Alors, la poussée d'Archimède, elle est liée à quoi? Si je suis gros, est-ce que je flotte mieux? Oui. Ben ça dépend si c'est du gras, oui. Est-ce qu'on a plus de poumons quand on est gros? Ça dépend de la masse volumique. Exactement, ça dépend de ta propre masse volumique en gros. La poussée d'Archimède, alors la poussée d'Archimède, elle est liée à quoi? Elle est liée, c'est comme une masse, d'accord? Donc là ici, c'est la masse, on va dire la masse du fluide déplacé, fois la gravité. Ok. Alors, donc, je réexplique cette partie, ok? Pia, c'est la force qui tire le corps vers le haut, c'est ça qui permet de flotter. Pia, c'est la poussée d'Archimède, ok? C'est juste pour pas la noter P, parce qu'en fait P, c'est déjà utilisé pour le poids, ok? Donc c'est pi, comme le nombre 3,14 que vous utilisez en géométrie. Pi A. Pi A, c'est moins la masse du fluide déplacé fois la gravité. Pourquoi moins? Parce que c'est une force qui va toujours vers le haut, qui s'oppose à la gravité. Ok? La masse du fluide déplacé, ce qu'on m'a dit, c'est que quand je suis dans ma baignoire et que j'essaye de faire la planche, il n'y a pas de fluide déplacé. En fait, ce que j'appelle le fluide déplacé, c'est le fluide qui serait à l'espace là où il y a mon corps. C'est-à-dire, si je prends mon corps qui est là, ça c'est mon corps. Hein, ça se voit. Non, pardon, c'est le corps d'Alban dans ce cas-là. Le corps d'Alban, si on regarde le volume qu'il y a un certain volume. Le volume, il va intervenir ici. C'est le volume d'Alban. Hein, volume d'Alban. Voilà, merci Alban. Tu seras dans mon cours en vidéo. Et la masse du fluide déplacé, c'est la masse du fluide qu'il y aurait eu à la place si j'avais enlevé Alban. Vous imaginez, instantanément, je fais ça, je fais disparaître Alban, je remplace par de l'eau. C'est la masse de cette eau-là qui vient d'apparaître. Donc mon corps, il fait tant de litres en volume. Voilà, et je le multiplie par la masse volumique du fluide. Ok? Donc, si je prends un exemple simple, on va supposer que Alban, il fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Alban est un cube. C'est un beau cube, Alban, hein, merci. Il y en a certains Ok?
Alors Alban, c'est voilà, hein, tu fais un cube. Ça va être quoi la masse du fluide déplacé? Si je prends un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre et que je le mets dans l'eau, comment je vais calculer la poussée d'Archimède? La poussée d'Archimède, je vais dire, c'est quoi? C'est moins le ρ, alors je l'ai mis dans de l'eau. Le ρ de l'eau. Ah oui, j'ai pas dit ça, c'est ρ. Cette lettre-là, je vous en ai déjà parlé. ρ de l'eau fois le volume. C'est quoi le volume d'un cube qui fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre? 1 mètre cube. J'ai pris cet exemple volontairement. Donc ça fait 1 mètre cube. Alors je parlerai qu'en mètre cube. 1 mètre cube. C'est quoi la masse volumique de l'eau? 1 kg par litre. Donc c'est 1 kg par litre. Alors le problème c'est que là, les unités, il faudrait que j'utilise les mêmes unités. De la culture générale. Donc je vais convertir par exemple le mètre cube en litre pour que ce soit plus simple. 1000 kg par mètre cube. Non. Oui. Oui, mais là je vais essayer de tout faire en litres par exemple. Allez, donc là ici, Fois 1000. fois 1000. Mètre cube, fois 1000 litres. Donc j'aurai ici une poussée d'Archimède qui ferait moins... Alors là c'était... J'ai oublié un truc, fois G, hein, pour avoir le vecteur. J'ai oublié le vecteur G. Ok. J'avais calculé que la masse en fait ici. Je suis un petit peu imboulé. Donc la poussée d'Archimède, hop, c'est 9,81. Hop, fois 9,81. Et ça me donne du coup moins 9810 newtons. Ma poussée d'Archimède serait de moins 9810 newtons. À quel moment je sais si l'objet il va flotter ou il va couler? Si c'est au-dessus de 0. Non, c'est pas ça. Ça dépend de la masse volumique d'ici. Ah oui. En fait, si la masse volumique de mon objet est plus grosse que l'eau, mon objet, ça veut dire qu'il y a plus de trucs qui le tirent vers le bas que ce qui tire vers le haut, donc ça coule. Si la masse volumique de mon objet est plus petite que celle de l'eau, dans ce cas-là, le poids est plus petit que la poussée d'Archimède, donc c'est la poussée d'Archimède qui gagne. Donc je flotte. Est-ce que vous voyez l'idée? Oui. Le poids, c'est mg, donc en fait c'est ρ du solide fois le volume du solide, hein, fois g. Donc vous voyez en fait ce qui se combat entre les deux formules, je vais essayer de le faire à côté pour que ce soit plus clair. Qui tire vers le haut, j'ai πa qui vaut moins ρ du fluide Mais t'en as rien à foutre. fois le volume du fluide déplacé, s'il vous plaît, fois g, et hop, le poids c'est ρ de l'objet, je sais pas comment on peut dire, hein, de l'objet qui m'intéresse, fois le volume de l'objet, fois g. Est-ce que vous voyez que ce g là et ce g là c'est les mêmes? Le volume du fluide déplacé et le volume de mon objet, comme c'est le volume du fluide qui serait équivalent à le volume qui est occupé par l'objet, c'est les mêmes. Donc en fait, les seuls trucs qui combattent, c'est ρ de l'objet et ρ du fluide. Et suivant lequel des deux est le plus grand, ben mon objet il flotte ou il coule. Et on va en parler maintenant pour les montgolfières. Pourquoi ça marche pour les montgolfières? Parce que c'est pareil mais avec de l'air. C'est pareil mais en différent, effectivement. Avec un autre élément. Exactement. Oui, l'air au lieu de l'eau. Et vous allez voir pourquoi je l'ai écrit comme ça. Est-ce que c'est bon? Je peux effacer pour tout le monde? De toute façon, vous n'avez pas grand-chose à retenir. Vous allez retenir la formule de la poussée d'Archimède. Voilà. Et ensuite, on va essayer d'expliquer ça, comment ça marche. Il y a eu une fois un calcul un peu chiant sur les montgolfières d'ailleurs. Une fois, ils se sont amusés à vous faire calculer la poussée d'Archimède et tout ça. Sinon, en vrai, ce qui est important, c'est comprendre le principe. Oui. On est page 38 du chapitre 1. Voilà. Oui. C'est quoi le nombre de gravité? C'est la constante de gravitation. Ouais. On va en parler juste après. C'est la constante de gravité terrestre, pour être exact, celle-ci. Parce qu'il y a des constantes de gravité autres que terrestres. Est-ce que je peux effacer cette partie droite là? Ouais. En fait, ce qui va être important au final, quand je prends hop, un ballon ou une montgolfière. Waouh. C'est excellent.
Alors, vous êtes d'accord C'est que excellent. ici, je vais avoir un problème, c'est qu'en fait ça c'est la masse de l'objet. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord que ça c'est la masse de l'objet? Oui. La masse de l'objet combat avec la masse du fluide déplacé. Équivalent. Fluide ou gaz? Hein? Fluide ou gaz? Fluide ou gaz. Mais ici, ce qui va se passer, c'est l'air qui est autour qui va compter. Masse objet et masse en haut, c'est masse. Masse, Ouais. En fait, c'est pour ça que la masse maximale du ballon, on peut la calculer, je ne vais pas rentrer dans le détail, on s'en fiche. Ça dépend de la différence entre le rho du fluide et le rho du ballon, fois le volume du ballon. En gros, pour faire voler un ballon, je suis obligé d'avoir un truc immense. Parce qu'il faut que le volume du ballon, fois la masse volumique, en gros, la différence des masses volumiques, ce soit égal à la masse totale de la montgolfière, quoi, ou du ballon. Or, souvent, qu'est-ce qu'on met dans un ballon? On met pas que la partie ballon. On met la nacelle et on met surtout dans la nacelle des gens. Donc la masse des gens, ça se combat avec finalement l'air qui essaye de nous tirer vers le haut. Ok? En fait, il faut imaginer que le ballon ou la montgolfière, c'est un peu comme si vous preniez un ballon de baudruche que vous mettiez sous l'eau dans votre baignoire. Sauf qu'en dessous du ballon de baudruche, vous attachez une masse, un poids. Et ça, c'est les bonhommes qui sont dedans. J'ai une question. Quand ils lâchent les sacs de sable, là, Ouais. ils atterrissent où? Alors quand ils lâchent les sacs de sable, ils atterrissent pas en fait. Quand ils lâchent des sacs de sable, ils montent, au contraire. Oui. Non, Oui, mais les sacs de sable, Attends. Attends. pour monter. Oui. Eh bien alors je comprends pas. Ah, les sacs de sable atterrissent où? Ah oui. Sur le sol. Merde. Hop. Ok, c'est bon. Donc, je reprends. Tout ça, vous l'avez dans les vidéos d'Aero Engine, dans tout ce qui est P01. Alors, ce qu'il faut voir, les ballons à air chaud. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche mal? L'air, est-ce que vous savez à peu près combien ça pèse? Petit. 0. C'est 1,3 grammes par litre. Oh, Ok. ça va. Maintenant, si je prends l'air chaud. 1,2. Oh non, il y a une grosse différence. Grosse. C'est pas genre 0,2. 0,2 grammes par litre. Ah ouais. Maintenant, ça c'était pour les ballons à air chaud. Comment ça s'appelle les ballons à air chaud? Ça s'appelle les Montgolfière. montgolfières. Ça a été inventé par qui? Les frères Montgolfière. Les frères Montgolfier. Les frères Montgolfier, quand ils ont fait leur premier essai, il y avait quoi dans le montgolfière? Des animaux. Alors, ils ont fait de la fumée, mais il y avait surtout 3 animaux. Un mouton, un coq et un cochon. Un mouton, un canard et un coq. Il n'y a pas de cochon, il y avait un coq. Ensuite, il existe des ballons à gaz. Est-ce que vous vous souvenez, on avait un peu parlé des ballons à gaz. Il y avait 2 types de ballons à gaz. Alors les dirigeables, c'est pas un ballon, c'est vraiment un dirigeable, c'est une autre catégorie. Il existe ce qu'on appelle les charlières et les rosières. On en avait parlé quand on avait fait les différentes catégories. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des ballons à gaz. Ok. Ce qui change, c'est le type de gaz dedans. Ok. Le type de gaz, on peut avoir quoi? On peut avoir du Hydrogène. du dihydrogène. Dihydrogène ou hélium. Dihydrogène, de l'hélium, je sais que je veux les donner dans le bon ordre. Voilà, de l'hélium. Et il existera un troisième après, justement. Le dihydrogène. Ça brûle. 0,1 g par litre. Génial, c'est encore plus léger que l'air chaud. Par contre, le Ça problème, brûle. c'est que c'est très inflammable. C'est inflammable au contact de l'air, non? Alors c'est inflammable au moindre problème, pas au contact de l'air directement. Mais il y avait un dirigeable énorme. Le dirigeable que vous avez vu la dernière fois, qui avait brûlé. voilà, qui a brûlé et en fait ça a fait l'arrêt des dirigeables. Et surtout, on a arrêté d'utiliser le dihydrogène qui était trop dangereux. Ok. L'hélium. L'hélium, c'est 0,2 g par litre. Oh, C'est cool. C'est quoi l'inconvénient de l'hélium? Ça modifie la voix. Alors ça modifie la... mais c'est surtout c'est très cher. Mais question. Ouais. C'est-à-dire que si dans un ballon de baudruche on met de l'air chaud, ça fera le même effet que l'hélium. Genre Ouais. en termes de. Oui, sauf qu'il va refroidir. Sauf qu'il va se refroidir. C'est ça le problème de l'air chaud, en fait. Il faut Donc, mettre du gaz. l'hélium, et qu'est-ce qu'ils ont utilisé après? Une fois que les premiers ballons à dihydrogène ont explosé et qu'ils ont arrêté d'utiliser ça, ils ont utilisé un truc qui coûtait pas cher. C'est le gaz d'éclairage. Alors c'est un mélange en fait, hein. C'est un mélange de plein de trucs. Pourquoi ils ont arrêté alors? Alors,
c'est parce que le gaz d'éclairage coûte vraiment pas cher. L'inconvénient, gaz d'éclairage, 0,5 g par litre. Donc en fait, on était obligé de faire des ballons beaucoup plus gros. Mais ils partaient pas en fumée à la moindre étincelle. Et Donc c'était pas assez cher. cool. Et ils étaient beaucoup moins chers. Donc, En fait, c'est de l'air chaud. un gaz donc maintenant on fait de l'air chaud gaz parce que c'est plus d'éclairage, c'est un simple. cocktail. C'est un cocktail bien choisi de gaz. Ok. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et du coup, Faut les faut la rosières, prendre, c'est ça. du gaz d'éclairage. Alors, les charlières et de l'hydrogène. Non. c'est hélium. Alors, j'avoue que je suis descendu. J'ai oublié de descendre. Alors, je me souviens plus. Les rosières et les charlières. Le temps que vous recopiez ça. Qui est qui? Rosière. Je t'avoue que je sais plus. Il y en a une, c'est un mélange. Rosière, charlière. Hop. Voilà. Faut la prendre d'hydrogène, le truc quoi. Non, faut pas connaître les valeurs. Donc, Ok. il faut savoir ce qui est mis dedans. Quand même. Donc, la rosière, c'est un ballon mixte. D'accord? Voilà. Ça, faut la prendre. C'est bien de le savoir, ouais. Et son inventeur, c'est un nom que vous reverrez dans l'histoire, c'est Pilâtre de Rosier. Je sais pas ce que vous l'avez pas entendu déjà la dernière fois avec voilà. Donc Pilâtre de Rosier qui a assisté aux expériences des frères Montgolfier. Et en fait, c'est tout à la même époque, ils se sont dit ah mais moi je vais utiliser de l'air chaud, moi je vais utiliser du gaz, moi je vais faire un mixte. Voilà. Et là, charlière, c'était la charlière, c'était, je cherche, excusez-moi, le physicien Jacques Charles, voilà, et son frère et les frères Robert, qui étaient à l'hydrogène. Donc les charlières, c'était à l'hydrogène, enfin au dihydrogène plutôt. L'hélium. Voilà. Et l'hélium, c'est juste des choses qu'ils ont essayé mais qui coûtaient trop cher, donc voilà. Vous n'avez pas à connaître tous les noms non plus. Hein. Mais on était dans les années 1783 pour les charlières. Mais comment Oui. ils faisaient pour faire du dioxyde? Je rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps, désolé. Ouais, mais. Ils avaient pas Est-ce que c'est bon d'électricité. pour tout le monde? Oui. Ok, oui. Oui, vas-y. Fais ta vie. Hein. Alors, Non, comment les montgolfières contrôlent leur trajectoire? Comment ils font pour dire je décolle de tel endroit, je mets à tel endroit? Ouais. grâce au vent. Alors, Au effectivement, courant de je suis ici. Le seul truc qu'il contrôle en montgolfière, c'est quoi? Monter La montée et la descente. Donc il peut choisir de monter, il peut choisir de descendre, pas à l'infini en plus, mais il peut. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils vont étudier les différentes couches de l'air. Et s'ils savent que cette couche-là, elle va, par exemple, dans ce sens-là, cette couche-là, dans ce sens-là, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Quand il fait sa préparation le matin, il va se dire, bon, je vais monter ici, je vais me laisser porter, je vais redescendre ici, je vais me laisser porter, je vais redescendre ici. Ça, c'est la théorie. Ça marche bien quand ça veut. Et si le vent, il n'est pas tous dans le même sens. Et s'ils changent pas? Et si le vent ne change pas entre temps. Qu'est-ce qui se passe les trois quarts du temps? Ceux qui font de la montgolfière, ils ont des équipes au sol, avec des gros 4x4 et tout ça. Et en fait, ils atterrissent, ils essayent de faire au mieux pour suivre, pour faire une trajectoire, pour faire un circuit. Mais en fait, atterrir et reposer au même endroit, décoller et atterrir au même endroit, ça dépend des conditions météo et ça dépend pas du pilote. Alors le pilote, il peut être aussi bon qu'il veut. Si tout le vent, il va vers l'ouest, tout le vent, il va vers l'ouest, c'est mort. Hein. Voilà. Donc, les pilotes de montgolfière, souvent, tout le temps, ont une équipe au sol avec un gros 4x4. Et l'équipe au sol va venir récupérer la montgolfière dans un champ à Bab el-Oued et les ramener ensuite au terrain de départ. Voilà. Ok? Voilà un petit peu pour les montgolfières. Alors, montgolfière ou ballon à gaz, hein, ça marche aussi. La seule différence, c'est que eux, ils sont vraiment, vraiment meilleurs que les pilotes d'avion pour lire la météo. Parce que eux, toute leur trajectoire dépend que de la météo. Ils n'ont pas de moteur, donc. Bah, en avion, pas beaucoup. Alors, en avion, tu t'embêtes aussi. Hein. Oui, T'essayes je veux de. dire, c'est moins qu'en montgolfière. C'est moins critique. Mais t'es obligé. On va faire tout un module sur la météo. Oui. Tu verras que on est quand même obligé de savoir plein de trucs. On va maintenant parler du vol spatial. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'espace, Il n'y a rien. il n'y a rien. Alors, s'il n'y a rien, il n'y a surtout pas d'air. Et s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de frottement, ça c'est Et la y a bonne pas de nouvelle. poussée. Mais il n'y a pas non plus de portance. Il n'y a pas de traînée. Il n'y a pas de traînée, il n'y a pas de poussée, il n'y a Ça sert à rien de mettre des Il n'y a ailes. pas de gravité. Alors, il n'y a pas de poussée, c'est faux. Il n'y a pas de Oui. poussée avec une hélice. Oui. Mon hélice, elle va brasser. Alors j'allais dire, elle va brasser de l'air, mais non, elle va brasser rien du tout. Elle va brasser, elle sert à rien, mon hélice. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans les fusées pour pousser? Mais en fait, on va être obligé d'utiliser des autres modes de poussée.
Le mode de poussée, c'est le mode de poussée que vous avez si vous avez un ballon. Donc vous tenez l'embout ici, hop, et que vous lâchez l'embout. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a de l'air qui sort et en fait ça propulse. Dans l'espace, ça va être la même chose. Mais On ça va peut être quand même beaucoup avoir... moins, ça va être beaucoup moins que là quand il y a de l'air. vu qu'il y Et a- c'est comme il n'y a pas de frottement, tu peux pousser tranquillement et laisser le ballon ou la sonde partir à l'infini. Et jamais tu t'arrêtes. Et voilà, exactement. C'est ce qui est utilisé dans l'espace. En fait, on lance un truc, on le lance soit tout droit, soit sur des trajectoires particulières, et on va avoir ça. Dans l'espace, ce qui va se passer, c'est qu'on a quand même des forces, d'accord? Ces forces, c'est les forces d'attraction, qu'on va appeler les forces de gravitation. La force de gravitation, vous l'avez sûrement vu dans Interstellar ou des trucs comme ça. La force de gravitation, elle dit quoi? Elle dit que Plus c'est gros, plus ça. plus c'est gros, plus ça attire. Alors ça, c'est chacun ses goûts, j'ai envie de dire, mais en tout cas, dans la gravitation, c'est comme ça que ça marche, ok? Alors, la force de gravitation, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, elle est réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un gros objet ici, il va attirer très fort lui, mais l'inverse aussi. Donc la C'est Terre juste est que attirée le par la petit Lune. va- La Terre est aussi attirée par la Et Lune. le Soleil par c'est la juste Terre. que Et le soleil par la Terre. plus petit va bouger plus. En fait, les deux bougent, Mais non, mais techniquement. le petit va faire ça, tandis que le gros il va faire. Mais en fait, c'est pas que ça, c'est qu'il y a plein d'autres trucs autour. Donc, techniquement, tout bouge par rapport à tout. Ce qui va être intéressant, c'est que si vous regardez cette force-là, elle s'applique à toutes les échelles, sauf à l'échelle quantique, donc on n'en parlera pas. Et donc, bon, on s'arrêtera à l'échelle humaine, ce qu'on appelle l'échelle macroscopique. À l'échelle macroscopique, si vous imaginez, s'il vous plaît, vous imaginez que ça c'est vous, et ça c'est la Terre. Cette force-là existe. Cette force-là, elle est intéressante parce que regardez, si je prends la masse de la personne, nous on avait dit F, le poids il est égal à mg. Ok, si j'enlève les vecteurs. Ça, ce serait la masse de ma personne. Ça, c'est le G en fait, terrestre. Le G terrestre, c'est le G universel qui est valable pour tous les objets de tout l'univers, fois la masse de la Terre, divisé par la distance au carré entre qui et qui? Entre la personne et la Terre. Et donc le centre de la Terre. Et donc le rayon de la Terre finalement. Vous voyez? Donc en fait cette formule, c'est la formule générale qui a donné le poids plus tard. Et quand je vous disais le poids, en fait le poids change si je suis en haut de l'Everest ou si je suis au niveau de la mer. Il change un petit peu parce que ici au lieu d'avoir, c'est quoi le rayon de la Terre? C'est pas 49 km. Non. Pardon. Ouais, c'est 6300. Attendez. Rayon de la Terre. C'est une petite bise à terre. ça. Voilà, j'étais pas mal à 6300, c'est 6370. Alors, ici, c'est 6370 km. Hein, attention, on n'est pas en mètres. Si je monte en haut de l'Everest, ok, il va y avoir quoi, 2000 mètres de plus? 8000. 8000? Tant que ça? Mais Bon, mais il y aura un peu plus alors. Mais il a eu 8000 mètres d'altitude. Ah ouais? 8 km. Ok, bah il y aura 8000 de plus. Oui, Donc ça va changer quand même un petit peu la force de gravitation. Parce qu'au final, Ok. la plus grande montagne, c'est pas l'Everest. Oui, Par rapport c'est à le. l'océan. C'est pas le Kilimandjaro? Non, le Kilimandjaro, non. C'est le volcan à Ah oui, c'est vrai. taille. Je vous avais dit que j'étais pas bon en géographie, histoire, tout ça, ouais, non? Bon, Mais du voilà. coup, G Bref. fois M et D1, c'est quoi? C'est le Ça, petit G. ça c'est la force Sans générale. le M2, c'est égal à petit G. Ouais, voilà. Sans le M2, c'est petit. Ça, c'est juste pour vous expliquer. Ok, Hein. ouais. Vous n'avez pas à le retenir, ça. Ok? C'était juste pour vous expliquer d'où ça vient, en fait, la pesanteur. Ok? Nous, ce qui va nous intéresser, c'est quoi? C'est ça. Hop. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. La trajectoire de lancement et la mise en orbite. S'il vous plaît. Non, il y avait un autre truc, c'est pas l'Everest. J'ai la Terre qui est là. Est-ce que vous êtes d'accord que la Terre, elle tourne sur elle-même? Oui. Jusque-là, ça va. Il y a Du du coup, autour du soleil. Si je veux lancer une fusée, j'ai intérêt à la lancer où? Alban, tiens. Oui. Merci. La fusée, je la lance de quel endroit? De l'équateur. Pourquoi de l'équateur et pas du centre ici? Parce que ça va plus vite à l'équateur. Exactement. En fait, ici, vous imaginez, c'est l'histoire du tourniquet. Si je regarde vue d'en haut, j'ai le centre ici, là j'ai là. Si je suis ici, ça tourne beaucoup plus vite que si je suis ici. Il y a plus de distance à parcourir.
Ouais, en fait, là, ici, je vais avoir une vitesse beaucoup plus grande. Oula, si je faisais un schéma potable, hop, ça c'est le centre de ma Terre. Ça va, il y a pire. La vitesse, elle est beaucoup plus grande à l'équateur qu'ici. Donc, on va lancer à l'équateur. Ça, c'est la première règle. Quand je veux lancer une fusée, je lance toujours à l'équateur. Je lance dans quel sens? Dans le... Comme ça. Il y a le truc... Ce n'est pas comme ça. C'est vers l'est ou c'est vers l'ouest? Vers le sens. Le sens de rotation de la Terre. Vers l'est. Le sens de rotation de la Terre, c'est Dans le sens de rotation de la Terre, donc vers l'ouest. L'est. l'est. Mais ça dépend où on est. Mais non. Non, non. La Terre, elle tourne pas dans un sens. Ouais. Elle est Elle pas tourne coupée en dans deux. un sens un jour. Donc, on va lancer au niveau de l'équateur vers l'est. Est-ce que vous connaissez deux noms de base de lancement? Kourou. Ouais. Et C'est où, Kourou? Kourou, c'est en Guyane. Kourou, c'est en Guyane. Ouais. Et après, il y a au Kazakhstan, je sais plus Ouais, où. Il y a en- Cap. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Oui. Au Californie. Canaveral. Capitaine Amérique. Canaveral. C'est Et où ça? c'est en Floride, voilà. Et, Ouais, ah oui, ça. voilà. Et après, Aux je États-Unis. sais plus comment elle s'appelle, Ah. celle qui est au Kazakhstan. Ouais, mais les deux plus utilisés, c'est ces deux-là. Enfin, Pour les Avant- tests, Avant, c'était pas ça. Et il y avait Soyuz qui était lancé de... voilà, et Soyuz s'était lancé. Bah, la Russie, il lancait pas d'ici. Hein, ça, c'est plutôt pour. Oui, je t'écoute. Oui. Savoir ça pour le VR. C'est pas mal de connaître quelques noms de bases de lancement. Ok. Donc les bases de lancement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont proches de l'équateur et on lance vers l'est. Ok. C'est bon pour tout le monde? j'ai peur. Allez. Son crâne. Si vous voulez, je peux vous faire un super dessin. Il y a son frère. Ça, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique du Nord. Wow. Là, j'ai l'Amérique du Sud. Viteuf. Oui, ça. Et donc, la première est par ici. La deuxième, elle est par ici. Mais monsieur, c'est l'inverse. C'est bon, c'est un schéma de principe, je te dis. Donc la Guyane, c'est celui-là, hein, c'est Kourou, c'est celui-là. Et Cap Canaveral, c'est celui-là, là-bas. Ouais. Vu de loin, c'est ça. Vu de très loin, en étant myope, en ayant pris un coup sur la tête. Monsieur Kourou, c'est pas du tout là, c'est beaucoup plus bas. C'est genre, là, quand ça fait ça, c'est quand c'est au-dessus du Brésil. Non, monsieur, c'est de près. Allez, je mets une carte, comme ça on va arrêter de m'insulter, parce que là... Non, Vraiment. Regardez une carte de l'Amérique du Sud, c'est là. Allez, tiens, regarde. Tiens, regarde. Mis à part que mon Amérique du Sud a fait la gueule, elle a pris un coup sur la tête. Là, c'est au niveau du Mexique Elle est à que vous l'avez l'envers. mise. Mais non, c'est que c'était mal dessiné, regarde. C'est surtout qu'elle est à l'envers. là. Alors, attends. Hop. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Voilà, c'est ici. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Vite fait, vu de loin, c'est bon. C'est Ok. il a oublié la partie du Mexique. Allez, on est très content. Là, le Mexique, il a plusieurs. Arrêtez de me contrarier. Ils ont pris du volume. C'est toi qui as pris du volume. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? Allez, on se reconcentre. Il va y avoir un truc important. C'est suivant comment je lance ma fusée, et elle retombe au sol ou elle décolle. D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où ça vient? Avant qu'on fasse des fusées, qui c'était qui avait fait les premières fusées? Allemand. Ouais, Les nazis, exactement. c'était les nazis. Est-ce que tu te souviens du nom? Les V1 et les V2. Les V2, et c'était qui? L'Allemagne. Alors, le constructeur, je ne sais pas où, mais le premier V2 a été lancé sur Paris. Ça, je le sais. Alors, merde, l'Angleterre. missile Non. V2, je voudrais te... Si, alors sur l'angle, voilà. Hop. Donc c'est des missiles nazis, voilà. Et ça avait été fait, je voulais vous montrer une photo de la personne. Ils ont fait des fusées après. Oui. C'était à Paris. C'est pas ça que je cherche. Alors ça, c'est bien. Ah, mais tu sais qu'ils ont fait Voilà. des motos. Et je cherchais le nom, je voulais vous montrer une photo. Bon, c'est pas grave, on le reverra. C'est parti On le maintenant. reverra plus tard. Allez, on finit ça parce que sinon on va jamais finir. Alors, Mais la moto, bref, la moto ratée, c'est une Alors. BM. s'il vous plaît, ça c'est ma planète. On l'aura pas dit. Je suis en train d'essayer de lancer. Je suis en train d'essayer de lancer un missile, ou une fusée plutôt. Ça, c'est la vidéo P34. Ouais, un missile, c'est pas trop la. C'est ce qu'on appelle l'expérience de Newton. Alors, ce qui est assez intéressant dans l'expérience de Newton, c'est qu'il a fait l'expérience de manière théorique. C'est-à-dire, il a dit, si je lance à telle vitesse, il va se passer ça, si je lance assez fort, il va se passer ça. Ah, on va faire Sauf que ça a été prouvé qu'après, longtemps après. Donc, de manière théorique, qu'est-ce qui se passe si je lance quelque chose? Pas très fort. Ça fait ça.
Je le lance. Retourne. Phase de pouce. Ok. Les envoyer. Après Ça, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle une trajectoire. Donc le A là, le point A, j'ai lancé ici, hein, c'est une trajectoire qu'on appelle Parabolique. parabolique. Avec une phase de poussée. On va les voir juste après les phases. Ok. Mais on voit ça en récit. Ouais. En Si je lance secondes. assez fort, qu'est-ce qui va se passer si je lance assez fort? Elle va se caler sur une orbite. Je vais réussir à avoir une orbite. Alors, sur un dessin bien fait, c'est ce qu'on appelle une trajectoire circulaire. Ça se voit pas sur mon dessin, mais c'est circulaire, c'est un cercle. Hein. Là, c'est plutôt une patate. C'est toi la C'est patate. un œuf au plat. Allez, hop, circulaire. Si je lance un tout petit peu plus vite, Ça va Trajectoire. sortir de l'orbite. alors avant de sortir de l'orbite, Ça va sortir de la traction circulaire. Ça tourne un peu. Ouais, ça va faire. elliptique. Voilà. Ça va Comme les rentrer, vélos. ça va sortir. Donc en gros, ici, ce qui va se passer, c'est que ça va faire une sorte de truc comme ça. Une ellipse. Une ellipse. Genre, ça, c'est des Tu y vas météorites. finalement? Moi, je t'y vais où? Toi, je pars. Ok, merci, allez. Ensuite, il me reste un dernier truc. Bah, ça va aller tout droit. Là où? 2, Orange, D, patate. si je lance trop vite, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit au revoir. Au revoir, bonnes vacances. Bah, c'est vrai en plus. C'est parti dans l'espace, Oui, mais on vient pas. si j'ai lancé trop vite. Ok. Là, c'est si j'ai une vitesse supérieure, c'est 11 km par seconde, c'est pas à retenir. Hein. 11 Ça commence à km faire par seconde, beaucoup. par heure. Ah non, par seconde. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Vu que 11 km/h, sinon, en vélo, on peut aller plus vite. Ouais, la vitesse de libération, en gros, ça veut dire que si je le lance assez vite, En courant. la Terre n'arrive plus à le retenir. Ok. Voilà. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est pas tellement les valeurs et tout ça, c'est l'idée de se dire, pour pouvoir mettre un objet en orbite, il va falloir le lancer et il va falloir le lancer à la bonne vitesse. Et au bon moment aussi, tant qu'à faire. Ok. Voilà. Ensuite, comme nous proposait votre camarade, allez, on a bientôt fini, il ne reste que 2 pages. Comme nous proposait votre camarade, on va avoir plusieurs phases dans le lancement de la fusée. Est-ce que vous voulez que je vous attende? Ouais, si vous plaît. Pardon? Ça, faut le faire le dessin. Non, non, c'est pour faire joli. Allez, go. Donc, une fusée. Il y a quoi comme truc au début? La première étape ici, déjà, s'il vous plaît. Oui. La phase de poussée. On pousse. Alors, on a la phase de poussée ici. C'est la phase de poussée. Alors, on va pas tout écrire, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour expliquer. Là, on a la phase de poussée. C'est, en gros, ce qui est contenu dans ici, les réserves latérales, qui va être utilisé pour pousser principalement. Donc Ok. c'est jusqu'à l'étape 2. Ça va être, non, ici, tu vois, on a déjà, Ah oui. ici, à l'étape 1, on va avoir la séparation des moteurs de poudre. Souvent, ça, c'est de la poudre, et après, on a d'autres types d'ergols. Alors, vous vous souvenez que C'est pas ça qui peut le- atterrir maintenant. les ergols, alors maintenant, sur SpaceX, ces deux moteurs à poudre, là, eux, ils réatterrissent. Ouais, Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est hyper stylé à voir. En gros, ils les ont commandés et ils viennent se reposer pour pouvoir être re-remplis, Ils réutilisés. injectés avec un peu de. Hein Ils sont injectés avec encore un peu de. Ouais, alors il n'y a pas que de la poudre du coup dans ceux de SpaceX. Oui, mais il en reste enfin, il y a quand même tout. Ensuite, on va avoir ici, on est encore dans de la phase de poussée. C'est-à-dire qu'en fait, ici, Mustapha, il y a encore ici Bah, acheter ma une feuille. phase de poussée. Hein. Dans cette phase de poussée, en fait, on va ensuite balancer en avant la partie de la tête de la fusée. En fait, le reste, on va s'en débarrasser. En fait, si vous imaginez qu'il y avait 3 gros moteurs, les 2 premiers sur les côtés qui servent à pousser au début, ensuite on pousse avec celui-là, et enfin, on lance en avant, dans le dernier élan, on le pousse vers l'avant, et on va se séparer de la coiffe. La coiffe, c'est l'ensemble, on va se débarrasser de ça là au début. Qui sert à protéger. Ça sert à protéger les frottements au départ. Ici, vous imaginez, on est en train de prendre de la vitesse et on est dans l'air. Ça chauffe à mort. Donc ici, on est obligé de mettre un chapeau sur la tête de la fusée pour protéger. Et Ok. c'est surtout ils mettent de l'eau. Et ce chapeau, il peut être très épais, il peut être refroidi, il peut être plein de choses. Ok. Au décollage, il y a des geysers d'eau. En Parce fait, qu'ils c'est ça, la s'en font fumée. après. Ouais, c'est pour enlever la fumée, ça. Ensuite, Pour on va- la tuyère. on va se débarrasser du premier étage qu'on va balancer dans l'air. Et là-bas, on va souvent avoir les satellites qui vont être éjectés de l'intérieur de la fusée. Alors, de pousser. Ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Hop, on s'en fout de tout ça.
Ce qui va nous intéresser, c'est que la première phase, c'est la phase de... Tout ça, on va dire, à peu près jusqu'à là. C'est la phase de propulsion. Et après, c'est phase balistique. Exactement. Propulsion. La phase de propulsion, elle va jusqu'à par ici, quasiment jusqu'à ici, la phase de propulsion. Et là, tout ça, on va avoir la phase balistique. Ça veut dire quoi la phase balistique? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus besoin de mettre un moteur qui pousse. C'est directement l'élan, c'est comme la balle en fait. Ok? Et si on a bien visé, notre satellite part dans l'espace sur l'orbite circulaire, etc. D'accord? Voilà. Vous n'avez pas trop à connaître plus que ces deux phases pour les fusées. Ça s'arrête à peu près là. Ok? Et savoir que le nom du carburant pour les fusées, ça peut être des ergols. Les ergols solides ou des ergols liquides. Ou gazeux même, mais bon, c'est solide ou liquide. Ok? Hein? Ouais, le carburant, ça s'appelle les ergols. Ergols, solide ou liquide. Ok? Voilà pour ça. Est-ce que c'est bon? Oui. À tes souhaits. Donc, ensuite, quand j'ai des satellites, je vais avoir deux grands types de satellites. Est-ce que vous savez les deux grands types de satellites? Les satellites qui n'ont pas besoin d'essence et les satellites qui ont besoin d'essence. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Les satellites de météo, par exemple. Je prends un satellite de météo. Ils ont pas besoin d'essence. Le satellite de météo qui survole la France. C'est toujours le même. Il suit. Satellite qui suit. Qui et les suit. satellites qui bougent pas. Voilà, il y a des satellites qui suivent et il y en a d'autres qui font des trajectoires un peu n'importe comment. Genre Starlink. Starlink, ça fait des trajectoires un peu n'importe comment. C'est pour ça qu'il y a besoin de beaucoup de satellites. Et c'est pour ça que ça pourrit toutes les photos astronomiques. Exactement. On les voit même dans le ciel, hein. On les voit clignoter, hein, les Starlink. Hein. Et le On voit souvent une série de 5-6 points qui se déplacent en ligne droite. S'il y en a un qui explose, ça fait réaction en chaîne et on est dans un film de science-fiction. De toute façon, dans l'espace, le problème, c'est qu'il y a énormément de détritus. Et en fait, les scientifiques suivent les trajectoires de tous les détritus qui sont d'une certaine taille. Parce que quand ils lancent un satellite, si jamais ça touche un panneau, si ça touche n'importe quoi, en fait, ça bousille les trajectoires de tout. Alors, comment font les satellites pour se repositionner un petit peu? Imaginons, j'ai un satellite. Hein? Il faut un puits. Ouais, il y a des tout petits, des tout petits compresseurs avec des toutes petites sorties comme ça. Et ça va légèrement sortir de l'air. Ok? Cet air-là, souvent, est-ce qu'on l'a stocké sur le satellite? Oui, vu qu'il n'y a pas d'air en haut. Alors, En altitude, c'est du vide, donc ils peuvent pas compresser. voilà. Alors, il y en a sous forme liquide qu'on pourrait réchauffer et qui va faire du gaz et qui prendra un peu plus d'espace. Avec un détenteur. Avec un détenteur, par exemple. L'énergie, on peut la récupérer comment dans l'espace? De toute façon, il y a Solaire. Soleil. voilà, il y a le solaire. Et il peut y avoir un petit peu d'énergie, de gravitation aussi, mais c'est pas encore très utilisé. C'est vraiment de l'énergie solaire. Donc, ici, l'orbite géostationnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le satellite tourne à la même vitesse que la vitesse de rotation de la Terre. C'est-à-dire qu'il fait combien de tours par jour? Hop, attendez, je mets en pause. On a presque fini, c'est bon. Je vérifie ça, c'est bon. Alors, premier type d'orbite qui est à connaître, l'orbite géostationnaire. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'orbite géostationnaire, ils sont globalement dans un plan de l'équateur. Ok. Et c'est donc à environ 36 000 km d'altitude. Ça, c'est un peu pour donner l'idée, hein, d'accord? Oui, c'est pas beaucoup comparé à l'ISS par exemple. Justement, j'y viens. Donc, les satellites géo, c'est environ 36 000 km d'altitude. Okay. Si je prends il y a d'autres types de satellites. Ces autres types de satellites, ah oui, à quelle vitesse? On pourrait calculer leur vitesse. Et oui, on sait qu'ils font un tour par jour. Alors à peu près un tour par jour. Ouais. Au revoir. Merci, bonnes vacances. Ils font environ un tour par jour, donc on pourrait savoir leur vitesse. Leur vitesse, c'est environ 3 km par seconde. Ok. 3 km par seconde, ça fait du 10 000 km/h à peu près. C'est-à-dire, ça commence à être pas mal. Hein, faut pas laisser les cheveux au vent, quoi. Ok. C'est ce qu'on appelle des orbites
orbites descendre, je fais comme ça. hautes. Ok? On a des orbites hautes. Tout pareil. Si on prend des satellites d'observation, ici, les satellites d'observation, ils sont sur des orbites moyennes. Les orbites moyennes, on va être... Donc là, on était à 36 000 km. Les orbites moyennes, on va être à peu près de 2000 à 36 000 km d'altitude. On est on n'est pas encore aux hautes, ok? Ah, mais c'est. Par exemple, on va avoir, les satellites GPS. Ah oui, Galiléo, je sais pas quoi. Exactement, Galileo, c'est le système GPS Européen. européen. Voilà. Et GPS, C'est. c'est la version américaine en fait. GPS, c'est C'est ouais. genre Galileo, c'est pas un GPS parce que GPS c'est américain. Voilà. Mais C'est bon, un système de. c'est un système c'est de géolocalisation. Voilà. Et là, en fait, géolocalisation par satellite, mais en fait, le GPS, le vrai GPS qu'on connaît, c'est la version américaine à la base. Qui d'ailleurs était à la base pas civile. Non. C'était militaire. Et d'ailleurs, les militaires, C'était- avec les mêmes satellites que ce qu'ils nous fournissaient, ils avaient des infos, pour être précis, à moins que le mètre. Hein. Et pour les civils, ils ont laissé une précision de 5 ou 6 mètres. Pour pas que les utilisations publiques puissent rivaliser avec du militaire. Normal en soi. Voilà. Je Ok. pense pas que les militaires. Ouais, je crois que Les militaires, quand ils investissent de l'argent, c'est d'abord pour eux. Déjà, ils ont laissé le service pour tout le monde, ce qui est extraordinaire. Hein. Voilà. En soi, c'est- La station spatiale, si je prends dans les stations donc type basse, la station spatiale, l'ISS, est-ce que vous savez à peu près à quelle hauteur elle est? 400 km. 360. 340 km. Alors, ça peut varier un petit peu, mais c'est dans l'ordre Ouais, d'idée. ça dépend. Donc là, on est sur des orbites basses. Ah, bon. Ok. Ouais, c'est pas beaucoup comparé à 36 000. Bah, par rapport à 2000, on est très en dessous. Ok. Comment ça s'appelait l'autre station spatiale pas internationale? Ah, La russe. de Japon. Elle s'appelait comment la station spatiale russe? Bah, C'était pas américaine? existe plus. Bah non, Mir. c'est. Mais la station Mir, c'était américain? C'était pas russe? Non? Ah non, c'est... Comment ça s'appelle la station russe? Mais c'est pas les Chinois. c'est ils pas- veulent- Les Chinois, ils sont en train d'en faire une. C'est pas Ils voulaient même Sputnik? créer un deuxième soleil, c'est quoi? Attends, station spatiale... Une attendez. deuxième lune Spatiale pour éclairer la Chine. russe. La station spatiale... Et si, c'était Mir, hein? C'est le soleil. Alors, j'avais raison. La station spatiale Mir, c'était une station spatiale russe. Bientôt on aura un. Voilà. Ah, Je disais c'est aussi. quoi le. Non, c'est Alors. pas chinois. Toi, tu cherches l'ancêtre de l'ISS, c'est ça? Ouais, celui qui s'est écrasé. C'était... Alors, il y a eu Salyut, il y a eu Skylab, il y a eu Mir. 3-0. Ouais. Et il y a une station chinoise qui est en orbite aussi. Hein. Mais celui qui a explosé, c'était Mir, Je sais plus. mais c'était des Oui. Américains Ah qui oui. y allaient. Oui, mais parce que au début, elle était soviétique. Et ensuite, quand la guerre froide s'est arrêtée, les soviétiques et les américains ont recommencé à parler entre eux. Vite fait, mais Bon, pour le côté scientifique, On oui. peut y aller. Pour le côté scientifique, oui. Effectivement, on ne va pas parler de politique, mais dans l'idée. En soi, ils se sont jamais affrontés. Hein. Non, c'est pas directement. Jamais directement. C'est la guerre froide. La Ok. guerre technologique. Ils étaient juste pas. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? L'orbite héliosynchrone, c'est qui est synchrone avec le Soleil. Ok. Voilà, c'est pour ça. Hélio, c'est le Soleil. Voilà. Et ah oui, un dernier truc, quand j'ai une orbite elliptique, est-ce que vous savez comment ça s'appelle le point le plus haut et le point le plus bas? L'apogée. Apogée. Ouais, ça c'est l'apogée. Et vous êtes en S6, trop simple. Et ça, C'est ce qu'on voit, on fait une fusée, donc on. ça c'est le Quelle idée de faire des fusées aussi. périgée. La crise. Et ceux qui savent pas ça, vous pouvez jouer à Kerbal Space Program, qui permet de fabriquer des fusées en fait. C'est payant. Oui. C'est payé? Ah, Oui. mais j'ai pas payé. Avec un bon, on a trouvé un Après, sur le téléphone. Après, elle se dit que c'est. après voilà, il y a moyen de jouer à un jeu équivalent à Kerbal Space Program en version gratuite. Hein. Surtout que le Kerbal Space Program, pour le prendre en main, c'est un peu long. Mais c'est intéressant parce qu'on peut voir, si vous regardez une vidéo tutoriel de 10-15 minutes, ça vous permet de voir un lancement de fusée avec toutes les explications. Parce que les gens qui jouent à ça, c'est souvent des passionnés. Vous voyez? Alors, ou sinon, vous pouvez lancer les lancements officiels des stations, des SpaceX et tout ça. Il y aura, mais souvent, les explications sont plus détaillées dans un tutoriel que dans une vidéo officielle de... Voilà. Ok. Donc, ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, bon, je vous ai distribué la feuille.
c'est on a fini tout ce chapitre. Oui, on a fini tout ce chapitre. Tout ce module est fini. Donc là, vous avez un exemple de sujet de 2020 que vous pouvez faire. À la rentrée, ce qu'on fera, on recommencera tranquillement tout ça. On fera un rappel de tout ça et on fera peut-être un sujet de ce module-là et un sujet de l'autre module. Ok ?